Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue dans ce 7e épisode dédié au jeu de rôle et plus particulièrement au kit essentiel de Donjons et Dragons. Dans cet épisode, nous allons voir donc la suite de notre intrigue et notamment les autres dangers qui rôdent donc dans cet univers et donc notamment dans la région des Côtes des Épées. Et donc cette fois-ci, dans la trame que j'ai choisie, nos aventuriers vont prendre de nouveau la direction du bois de pas d'hiver pour aller aider Falcon à débusquer un manoir. Donc, on débute avec un petit retour à Phandaline, donc bien sûr je ne vais pas redétailler tout ce qui a été dit dans l'ancien épisode, mais nos joueurs ont fini de résoudre le problème, notamment lié au phare. Donc vous avez toutes les vidéos normalement qui apparaîtront en haut de votre écran, si vous voulez les regarder. Et donc nos joueurs retournent à Phandaline, et à partir de là, bien sûr, comme je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, le monde continue, et donc il y a des choses qui bougent en l'absence des joueurs. À partir du moment où ils retournent à Phandaline après la quête du phare, des nouvelles informations sont disponibles, notamment que, alors là c'est libre à vous bien sûr d'utiliser ces informations-là, en tout cas c'est comme ça, encore une fois pour rappel, que je le fais. Au retour de Phandaline, ils apprennent effectivement qu'Arbin Wester est bien en négociation avec Pas d'Hiver pour recevoir des renforts et potentiellement essayer de reprendre les mines. Donc il n'est pas encore en mesure de dire quand est-ce que les soldats arriveront à Phandaline, mais en tout cas, il est en bonne voie pour débloquer des renforts qui viendront aider Phandaline en cas d'attaque. Du côté de Alia, donc, qui est devenue la nouvelle gérante de Phandaline, elle a reçu un message de notre cher Falcon qui se trouve dans la forêt Le Pas d'Hiver, et notamment qu'il aurait pisté certains orques et aurait débusqué notamment un manoir qui pense être une sorte de QG pour les orques, et donc il aurait besoin d'aide pour intervenir. Donc c'est vers là qu'on va guider les joueurs, bien sûr. L'idée étant aussi de récolter des informations sur ce qui se trame dans la forêt. Et donc on va voir que dans cette quête, justement, il y aura plusieurs fins possibles. Et donc 2 chemins notamment possibles en fonction de la réussite ou de l'échec des joueurs. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça que je l'ai prévu. Et donc, autre information potentielle, donc là encore une fois, c'est une chose que moi j'avais rajoutée à l'histoire, c'est que les joueurs, en tout cas s'ils ont décidé de s'allier temporairement avec l'ancienne chef des Amra, ils reçoivent un message aussi de Zilline, donc, leur expliquant qu'elle a aperçu les orques en pourparlers avec les Amra. Donc là encore une fois, libre à vous de faire en sorte que peut-être qu'ils se sont alliés ou peut-être que la négociation n'a pas fonctionné. Donc là c'est vraiment à vous de déterminer jusqu'où vous voulez aller, voir aussi comment se débrouillent les joueurs, histoire qu'ils ne se retrouvent pas non plus avec 36 000 ennemis en même temps, mais justement ça peut rajouter de la tension dans l'intrigue et expliquer encore une fois que tout ne repose pas uniquement sur les joueurs et qu'il peut se passer aussi des choses pas très cool pour eux quand ils ne sont pas là, et donc notamment une alliance potentielle entre les orques et les Amra, donc notamment les orques qui sont postés à Conyberry. Donc on sait que des renforts vont arriver. Donc Phandaline a commencé à se renforcer. Là, le fait que les joueurs aient débloqué la situation au phare, ça va permettre l'arrivée de certains bateaux avec certaines ressources, et notamment des choses de type argent, donc qui permettra aux joueurs de se procurer des armes efficaces contre les Amra. Et donc, vous pouvez tout à fait amener, donc moi c'est en tout cas comme ça que je vois la chose, amener vos joueurs en attendant que tout ça se fasse. Vous pouvez leur faire passer un peu de temps à Phandaline pour aider, ce qui permettrait éventuellement, si vous préparez une bataille à Phandaline plus tard dans l'intrigue, de consolider leur défense et peut-être réfléchir à des stratégies en cas d'attaque. Et également se procurer des armes qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Mais dans l'idée,
nos joueurs vont être amenés à devoir aller aider Falcon pour essayer de récupérer un maximum d'informations sur ce qui se passe dans la forêt. Donc les joueurs assez rapidement vont reprendre la route des Trois Sangliers en évitant la mine au maximum et en évitant aussi les orques à Conyberry. Et donc se rendre à Falcon. Donc là, comme ils ont déjà fait le chemin, moi j'estime que ils n'ont pas besoin de se refaire tout ce qu'on a vu la première fois qu'ils sont arrivés dans la forêt, c'est-à-dire leur faire perdre du temps, etc. À partir du moment où ils connaissent un peu le chemin maintenant, vous pouvez tout à fait accélérer cette partie-là. Ça sert à rien de répéter des opérations, à moins que vous ayez prévu quelque chose, évidemment, dans la forêt, qu'il se passe des choses encore plus graves que ce qui était prévu initialement. Donc ils arrivent chez Falcon, donc Falcon qui les attend pour aller en direction du manoir, donc un manoir qui apparaît donc en fait sur la carte effectivement que les joueurs ont trouvé, donc encore une fois pareil, libre aux joueurs de partager les infos qu'ils ont trouvées au retour de Phandalin, ça pourra aider. Et donc ils partagent les infos, ils échangent avec Falcon sur les infos qu'ils ont eues et les infos que Falcon a eues, et donc prennent la direction de ce fameux manoir, donc de préférence de nuit, parce que l'idée c'est de récolter un maximum d'informations, voire potentiellement de les prendre par surprise. Et effectivement, on va arriver donc à cette fameuse quête du manoir du bois. Manoir du bois, qui est un manoir en fait dans lequel certains orques, et pas que, se sont installés pour notamment faire quelques rituels et leur sert en fait de sorte de QG effectivement. Donc comment gérer cette map là ? À l'arrivée des joueurs, globalement, il n'y a pas de restriction. Les joueurs peuvent tout à fait faire tout le tour du manoir sans forcément s'approcher et rentrer en contact avec les potentielles personnes qu'il y a dedans. Donc, à l'arrivée dans le manoir, personne à l'extérieur, hormis des sangliers. Donc ça, encore une fois, c'est indiqué dans le livre. Vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a tout un extrait à l'introduction de cette quête-là. Et donc, petite particularité que j'aime bien faire, c'est que parmi en fait les sangliers qui rôdent autour du manoir, certains sont de simples sangliers, mais potentiellement un ou deux d'entre eux sont en fait des druides, donc des orques jaunes qui se sont transformés en sangliers. Et donc potentiellement, si les joueurs décident d'abattre les sangliers pour éviter d'attirer l'attention quand ils vont chercher à s'approcher du manoir, vous pouvez déterminer ça avec un lancer de dés, par exemple, vous en placez un, vous lui dites que c'est le numéro machin, numéro 5 par exemple, et si le joueur tombe sur ce numéro-là, en fait, manque de bol pour lui, ce sera un druide, donc forcément, là peut-être que potentiellement, ce druide-là va reprendre sa forme initiale et pousser l'alarme. Puisqu'effectivement, dans le manoir, il peut y avoir pas mal d'ennemis, mais si les joueurs ont été discrets, peuvent totalement s'infiltrer, et ça, il y a plusieurs possibilités pour s'infiltrer. Tout simplement, vous avez la porte d'entrée. Bon, évidemment, en termes d'infiltration, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, il y a également un balcon au-dessus de cette porte. Donc, si vous avez des joueurs un peu agiles, ou qui n'ont pas peur d'escalader sans se blesser, ils peuvent tout à fait réussir à escalader jusqu'au balcon et donc arriver directement à l'étage. Autre proposition aussi, si les joueurs arrivent à être discrets, ils peuvent également accéder par le toit, s'ils ont un système de grappin ou autre, puisque à certains endroits du toit, s'ils font des bons jets de perception par exemple, ils vont voir que le toit est percé à certains endroits, et donc potentiellement il y a la possibilité de s'infiltrer par là. Et donc, s'ils décident aussi de faire tout le tour du manoir, il y a un accès également au nord, qui est en fait une porte qui mène à d'anciennes cuisines. Donc normalement, vous avez la carte qui apparaît, bien sûr. Et donc, en soi, beaucoup de possibilités pour s'infiltrer. Et donc, si potentiellement les joueurs veulent mettre en place une stratégie, c'est l'occasion, mais attention, puisqu'il peut y avoir beaucoup d'ennemis, donc là, libre à vous de gérer. Alors je crois que par défaut, il compte un x2 ou un x3 par nombre de joueurs, un truc comme ça. Attention aussi au nombre d'ennemis que vous mettez dedans, puisqu'il n'y aura pas forcément que des orques.
Donc, donc bien entendu, il y aura des orques on dit normaux. On aura potentiellement 1 ou 2 orques jaunes, donc capables d'invoquer et d'utiliser des sorts de foudre, etc. Mais pas que, il y a aussi des créatures donc de type liereux, nielleux, etc. qui sont en fait des créatures liées à la nature, en fait, qui sont représentées comme des espèces de petits arbres en mode je suis Groot, ou alors en créatures entièrement composées de lierre. Donc vous avez les fiches personnages dans le livre, et donc ça, libre à vous de les utiliser aussi pour mettre des bâtons dans les roues à vos joueurs, puisque ce ne sont pas forcément des créatures ultra agressives, ce sont juste des créatures qui peuvent potentiellement être embêtantes ou permettant de ralentir ou bloquer les joueurs. On a les petites créatures qui vont être très très agiles, même si elles n'ont pas beaucoup de vie, mais elles vont être très très agiles et donc difficiles à neutraliser, et donc potentiellement peuvent quand même infliger quelques dégâts aux joueurs. On va avoir les liereux qui, eux, seront extrêmement lents, mais qui auront la possibilité de se déployer dans une certaine zone pour rendre le terrain difficile, voire potentiellement pour attraper les joueurs, donc comme un sort d'enchevêtrement en quelque sorte. Et donc, plusieurs possibilités à cela. Donc les joueurs peuvent décider vraiment d'appréhender le manoir comme ils veulent. Ils peuvent tout à fait également, avant de s'infiltrer, essayer d'écouter, voir s'ils entendent des choses. Et effectivement, il y a pas mal de bruit dedans, des orques qui parlent, en fonction de l'endroit où ils sont. Donc vous pouvez également entendre des sortes de rituels, des chuchotements un peu bizarres à travers les murs. Globalement, toutes les fenêtres sont barricadées au rez-de-chaussée, donc vous n'aurez pas forcément, les joueurs n'auront pas forcément de visu sur ce qui se passe à l'intérieur. Sauf si évidemment ils décident de casser quelque chose. Bien sûr, si un joueur foire complètement son jet de discrétion, cela peut tout à fait déclencher l'alerte, et donc les orques quittent l'étage pour venir attaquer les joueurs. Donc, ce qui peut éventuellement aussi donner un lieu à un combat un peu brouillon, entre guillemets, dans le sens où les orques peuvent être et les joueurs peuvent être amenés à se battre dans des couloirs ou dans des escaliers, etc. Donc là, libre à vous aussi de tester des choses, vous faire plaisir. Et petite particularité que moi j'ai rajoutée, c'est que on est dans un manoir qui n'est plus tout jeune, et donc potentiellement une partie du manoir est endommageable. Donc en fait, j'ai estimé que une des parties, notamment où il y a l'escalier qui mène à l'étage, peut potentiellement être amenée à s'effondrer si les joueurs ne font pas attention. Donc là, c'est à vous de déterminer, on va dire, une barre de vie, enfin un nombre de points de vie à cette structure-là. Et en fonction de ce que font les joueurs, vous pouvez leur donner des indications sur... Vous voyez qu'il y a certaines planches qui tombent, vous entendez des craquements qui ne vous laissent pas indifférents, ou vous entendez que en fait, c'est pas loin de craquer au-dessus de vous, donc attention à ce que vous faites. Donc ça, c'est pour ajouter un petit côté, potentiellement, ça peut être, si par exemple un joueur fait un échec critique, ça peut... Là où l'échec critique peut souvent mener, t'as raté ton truc et tant pis pour toi, en fait, c'est que ça peut amener à des choses qui potentiellement vont vous faire mal, mais qui peuvent aussi faire mal à l'adversaire. Donc par exemple, je sais pas, un joueur qui décide de lancer un sort qui loupe sa cible et qui va ricocher sur une poutre du manoir, en fait, si c'est la poutre qui maintenait plus ou moins la stabilité de la structure sur laquelle vous êtes, et ça s'effondre et vous tombez tous en fait. C'est un exemple. C'est un exemple, comme quoi l'échec critique n'est pas forcément aussi toujours signe d'échec. Ça peut potentiellement vous aider aussi. Et donc aussi potentiellement, si les joueurs font attention à cela, ça peut leur servir si jamais ils arrivent à créer une sorte d'embuscade pour les orques qui résident dans le manoir. Donc petite particularité aussi avec l'orque jaune qui y réside, en fait c'est cet orque jaune qui va faire apparaître tout ce qui est liereux, nielleux. En fait, effectivement, dans le manoir, dans la cour intérieure du manoir, il y a un puits avec une espèce de plante bizarre. Donc je détaille pas plus que ça, vous avez les explications dans le livre, mais du coup au fond de ce puits il y a des créatures en fait qui y résident, et donc l'orque jaune lui a la capacité de les faire de les manipuler entre guillemets. Et donc cet orque jaune peut être un adversaire assez redoutable, mais n'oubliez pas que pour cette mission, il y a Falcon qui
qui vous accompagne. Falcon peut être un moyen effectivement, donc soit d'introduire potentiellement un autre joueur juste sur cette session-là, c'est une possibilité, ou soit également, en tant que MJ, jouer un personnage non joueur. Alors là, juste attention à faire en sorte que ce soit pas non plus un personnage qui est trop bête. Il a quand même son expérience, Falcon. Donc, certains vont peut-être faire en sorte qu'ils suivent tout simplement les joueurs, mais pour moi je trouve ça plus intéressant qu'il ait quand même son propre avis sur la question. Ça rajoute de la complexité et ça peut aussi potentiellement, si vous voyez les joueurs galèrent, vous pouvez faire en sorte que Falcon guide un petit peu les joueurs sur la façon de faire. Donc Falcon a des très bonnes stats en plus, il est plutôt bien équipé, donc ça peut être un atout majeur dans cette bataille. En tout cas, deux possibilités. Donc effectivement, les joueurs, donc première option, les joueurs réussissent à éliminer la menace, donc les différentes personnes dans le manoir, malgré leur nombre. Les joueurs vont effectivement donc découvrir que il y avait effectivement des rituels qui étaient faits dans ce manoir, donc libre à vous de déterminer à quoi exactement. Ils vont découvrir aussi l'origine du puits, donc d'où les créatures potentiellement qu'ils ont croisées dans la forêt sans le savoir. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est le seul puits comme ça? Donc les joueurs peuvent essayer de déterminer quel arbre est en phase 2, donc en fait il faut imaginer une espèce d'énorme plante qui sort du puits, qui vient s'enfoncer et certaines racines viennent se loger dans le manoir. Donc en fait c'est un arbre un peu spécial avec un certain nombre de points de vie. Les joueurs peuvent décider soit de le brûler, soit de le détruire, enfin il y a plusieurs possibilités s'ils le désirent, ce qui empêchera la réapparition de ce genre de créature. Toutefois en fait on apprend que c'est quand même très compliqué, à moins que quelqu'un fasse un très bon jet ou ait des connaissances nécessaires. Ils peuvent potentiellement réussir à détruire une bonne partie, mais s'ils n'arrivent pas à enlever en fait le cœur de l'arbre, c'est un arbre qui finit par repousser. Alors pas directement bien sûr, mais après un certain temps il finit par repousser. Ça les joueurs de base ne sont pas censés savoir exactement ce qu'est cet arbre. Dans le manoir, ils peuvent potentiellement donc récupérer des équipements. Donc effectivement, les orques ont pas mal pillé les environs, mais ils ont gardé l'étage plutôt en bon état, et notamment donc il y a une chambre en particulier à l'étage qui permet de récupérer, si les joueurs prennent le temps un peu de fouiller, de récupérer des objets plutôt sympathiques. Donc à travers des passages secrets, ils peuvent récupérer des livres. Et dans la salle de rituel, donc ils découvrent effectivement... Donc, vous avez des descriptions bien sûr dans le livre, mais généralement c'est dans cette salle-là qu'ils apprennent un peu plus, en tout cas dans mon cas, c'est là que potentiellement ils peuvent en apprendre un peu plus sur les agissements en fait des orques dans la forêt, et aussi la position un peu plus exacte du lieu où se situent en fait les orques jaunes en général. Donc petite particularité aussi que j'ai oublié de préciser, donc à partir du moment en fait on atteint cet acte justement on sait les différents problèmes qu'il peut y avoir dans la région. Au-dessus de la forêt de pas d'hiver, j'aime bien rajouter ce côté où en fait il y a de l'orage en permanence. C'est pas forcément quelque chose qui se voit de partout, mais en tout cas dès que les joueurs approchent de pas d'hiver, les nuages sombres planent au-dessus de pas d'hiver, et notamment de plus en plus, et notamment l'orage, les éclairs, la pluie, etc., vers l'endroit justement indiqué par cette carte. Donc ça c'est l'option où les joueurs ont réussi à neutraliser la menace, et en fait au moment où ils vont reprendre potentiellement la direction, soit peut-être plus la direction de cet endroit où ils décident de repartir, en fait en quittant le manoir, c'est là qu'ils découvrent une armée. Mais quand je dis une armée, c'est vraiment en fait ils n'ont pas conscience du nombre de personnes, ils se sentent observés de partout, et en fait cette armée est venue se positionner en sorte que ils reprennent la direction du pavillon de Falcon. Donc en fait les orques savent pertinemment qu'ils sont là, puisqu'en fait, petit détail que moi j'aime beaucoup rajouter, c'est qu'au moment où ils vont achever l'orque jaune, en fait l'orque jaune a le temps d'envoyer un message
par la pierre. Et donc le temps que les joueurs vont mettre à fouiller, ça va permettre à cette petite armée de débarquer en fait aux abords du manoir. Et en fait, c'est là que les joueurs vont se rendre compte que en fait le manoir n'était pas un QG, c'était tout simplement un avant-poste. Et donc il y a à la fois des orques, il y a potentiellement des ogres, libre à vous aussi de rajouter des créatures, mais il y aura aussi des nielleux, des liereux, etc. Et donc là clairement Falcon lui-même suggère de fuir, parce que clairement en fait ils n'arrivent pas à déterminer, ils voient que des silhouettes, puisqu'ils restent quand même un petit peu éloignés, mais clairement on leur fait comprendre qu'il faut reprendre la direction du pavillon de toute vitesse, puisque en fait ils ne seront pas, même s'ils ont de certaines capacités, ils ne seront peut-être pas en mesure de pouvoir affronter cette armée. Donc ça c'est l'option, c'est s'ils ont réussi, ils ont neutralisé la menace du manoir, ils ont plus d'infos sur ce qui se passe, où sont situés les orques jaunes, qu'est-ce qui se trame dans la forêt. Mais à la sortie du manoir, ils découvrent qu'effectivement il y a aussi une armée dans la forêt, et malheureusement ils sont contraints de fuir vers le pavillon. Donc ça, voilà l'option on va dire réussie. Dans le cas où les joueurs appréhendent mal le manoir et se retrouvent à... si vous voyez que la situation est vraiment en train de leur échapper, vous pouvez tout à fait imaginer... Alors c'est une chose que j'ai imaginé mais qui pour l'instant n'est jamais arrivée. C'est que les joueurs se font déboîter. Alors que jaune peut faire très mal, admettons que vous en avez rajouté un deuxième, c'est une possibilité, en fonction du nombre de joueurs et du niveau qu'ils ont. Il y a un peu plus de challenge dans ce manoir, et ils n'ont pas de bol sur les lancers, les combats se passent pas comme ils veulent, ou alors ils ont pris un peu à la légère le manoir, ils se font déborder, des joueurs commencent à tomber KO, et vous pouvez tout simplement faire en sorte que les joueurs, en majorité, à moins qu'il y ait des joueurs qui fuient, mais vous pouvez tout à fait leur prévoir un petit traquenard en scénarium, comme on aime bien dire, c'est que les joueurs finissent KO ou capturés. Et donc, le manoir s'arrête là pour eux. Et les joueurs en fait vont être amenés justement à l'endroit indiqué par la carte qu'ils n'auront pas eu cette fois-ci, mais donc à ce fameux cercle du tonnerre où ont lieu les rituels des orques jaunes notamment. Et donc ils vont devoir démarrer, donc en dessous de ce lieu il y a différents endroits où ils peuvent être séparés et emprisonnés, donc ils vont devoir récupérer leur matériel, et vont devoir se libérer et fuir le lieu, puisque là clairement ils sont en danger, puisque a priori certains d'entre eux vont être sacrifiés pour un rituel, de ce qu'ils comprennent, puisque potentiellement vous pouvez amener une conversation avec un ou plusieurs des prisonniers, où justement un des orques arrive à parler leur langue et leur explique que ils n'ont rien à faire ici, et que pour avoir osé les défier, ils vont être sacrifiés au dieu Talos. Donc là, libre à vous de comment choisir un nombre d'ennemis, etc. Dans l'idée, potentiellement, donc s'ils arrivent à s'en sortir, donc ils peuvent potentiellement affronter un sanglier de foudre. Et donc dans l'idée, le sanglier de foudre, ça va être un peu le boss de cette zone-là. Et justement, s'ils arrivent à le neutraliser, ils arrivent potentiellement aussi à empêcher certains orques jaunes d'atteindre leur but. Donc là, libre à vous. Là, vous avez des explications sur ce lieu-là. Moi, je vous recommanderais de ne pas mettre trop d'ennemis, seulement juste éventuellement 2 ou 3 orques jaunes, quitte à peut-être un peu les nerfer en termes de vie, mais au moins en laisser un peut-être un peu plus fort que les autres d'ailleurs aussi, qui invoque justement ce sanglier, et en fait l'affrontement se baserait surtout sur ce sanglier de foudre, et donc les joueurs arriveraient à affronter cette créature. Alors là encore à vous, c'est à vous de gérer ça, c'est savoir est-ce qu'ils arrivent à se libérer, est-ce qu'ils sont en état de se battre. Potentiellement, ils vont peut-être voir le sanglier, mais ils vont être obligés de fuir, ce qui va donner une course-poursuite, où ils vont devoir à la fois fuir tout en affrontant le sanglier, c'est une possibilité. En tout cas, c'est l'option B que j'ai si jamais les joueurs n'arrivent pas à neutraliser la menace dans le manoir.
ils finissent capturés et finissent en prison au cercle du tonnerre, où ils peuvent justement en apprendre plus et découvrir justement un des chefs orques jaunes qui invoque cette créature. Je retourne à l'option où les joueurs ont dû prendre la fuite, donc après avoir nettoyé le manoir. Ils vont retourner au pavillon de Falcon, sauf que leur répit va durer quelques minutes. Ils vont tout juste avoir le temps de reprendre leurs chevaux et de Falcon de préparer donc son bras droit et l'enfant qui l'accompagnait à prendre la fuite. Falcon, alors là, potentiellement, Falcon, vous pouvez faire en sorte qu'il reste en retrait. Parce qu'il est très attaché à son lieu, et il préfère en fait faire gagner du temps pour que les autres aient le temps de fuir, plutôt que qu'il ne vous accompagne et que vous soyez poursuivi dans la forêt. Donc encore une fois, moi j'aime bien le laisser en retrait, comme ça lui donne aussi son petit moment de gloire, et potentiellement, si vous avez intégré un joueur en plus lors de cette quête, ça laisse le petit moment épique où il va rester en retrait et il va essayer de faire gagner du temps aux joueurs pour qu'ils prennent la fuite. Donc les joueurs vont récupérer leurs chevaux, vont reprendre la direction de Phandaline. Essayez de reprendre la direction de Pas d'Hiver, clairement, vous pouvez faire en sorte que, en fait, sur tout leur trajet, il y ait des créatures qui rôdent, etc. Vraiment, des éléments de scénarium, en fait, pour les obliger à retourner à Phandaline et pas prendre la direction de Pas d'Hiver. Donc comme le camp des bûcherons. Et donc le drama, c'est que au moment où les joueurs prennent la fuite du pavillon, le chef orque jaune est présent. Il invoque ce fameux sanglier de foudre, et le sanglier de foudre vient défoncer la porte et le pavillon de Falcon. Et pendant que les joueurs fuient, ils voient donc qui fuit également avec le bras droit et l'enfant, voit que Falcon ne les a pas suivis et voit ce pavillon en train de se faire détruire et certains éclairs s'abattre en fait sur la structure. Donc ça rajoute un côté dramatique où les joueurs donc, vont devoir fuir et retourner à Phandaline sous une pluie et un orage assez violents et vont devoir prendre un repos quelque part en dehors de la forêt s'ils veulent pouvoir se reposer dans de bonnes conditions. Parce que clairement la forêt en fait leur sera totalement hostile. Vous pouvez vraiment rajouter un petit côté où tout le chemin en fait on les observe et on fait en sorte qu'ils quittent la forêt et qu'ils soient vraiment en posture d'être faible, on va dire, qu'ils soient vraiment en danger permanent et qu'ils voient que en fait le danger est bien plus grand que ce qu'ils pensaient. Et donc, généralement, mes joueurs sont amenés à trouver un lieu de repos en dehors de la forêt, donc en reprenant la direction de Phandaline, et pendant leur repos, donc sous la flotte. C'est pas forcément le meilleur repos pour eux. Ils rencontrent potentiellement des gens, donc des éclaireurs en fait de Pas d'Hiver, donc en fait qui sont des soldats qui sont arrivés à Phandaline, puisqu'effectivement les joueurs, quand ils auront pris la direction de la forêt, ils vont encore passer quelques jours. Sauf qu'entre temps, les soldats de Pas d'Hiver sont arrivés à Phandaline et certains d'entre eux, donc un petit groupe d'éclaireurs, étaient présents dans les environs et vont permettre aux joueurs de retourner, on va dire, de façon sécurisée vers Phandaline. Pour ce qui est de la mine, évidemment, désolé, hein, c'est encore un peu fragmenté pour l'histoire de la mine, mais effectivement, la mine, les joueurs vont potentiellement être amenés à passer encore devant. La mine, plusieurs façons de régler le problème. La mine, donc entre-temps, donc, l'armée est arrivée, ils sont équipés, les joueurs ont été équipés aussi auparavant. Vous pouvez tout simplement faire en sorte qu'il y ait un assaut qui soit donné. Ce que j'aime bien faire, c'est que si l'assaut est donné, pas forcément faire toute la bataille, mais du moins les soldats se sont occupés de la plus grosse partie, donc qui ont éliminé la plupart des Zamra qui résidaient dans la mine, ou alors, justement, c'est que les soldats en arrivant à la mine, en fait la mine avait été désertée parce que les Zamra savaient que les humains allaient arriver.
Et en fait sont partis s'allier dans le sanctuaire de Savras avec les orques. Donc ils ont préféré abandonner la mine et retourner dans leur lieu où ils étaient initialement, mais en s'alliant avec les orques. Donc là encore plusieurs possibilités. Donc la mine peut être reprise assez facilement grâce à cette armée là. Et donc les joueurs vont pouvoir plus facilement retourner aussi vers Phandalin, où ils vont recevoir de nouveaux ordres et découvrir aussi que Phandalin ça n'a pas chômé, puisque effectivement ils ont déployé pas mal d'équipements et de structures pour renforcer les maisons et créer des points de contrôle et des tours en fait pour pouvoir tirer sur les ennemis arrivant à Phandalin. Et donc forcément aussi la population qui a augmenté, puisque y a toute une armée. Donc ça, je donnerai plus de détails dans une autre vidéo, mais voilà la trame en tout cas globalement que j'aime bien faire sur cette quête du manoir du bois, donc qui est un lieu où les joueurs vont pouvoir en apprendre plus sur ce qui se passe dans la forêt et avoir un aperçu du danger qui rôde dans cette forêt. Et donc avec ce petit côté dramatique pour le personnage de Falcon qui peut être amené à disparaître ou non. Donc ça, libre à vous aussi de déterminer cela. Ce n'est pas parce qu'il est resté en retrait pour faire gagner du temps aux joueurs que ça veut dire qu'il est forcément mort. Mais tout ça, on le verra dans un prochain épisode. Donc effectivement, plus particulièrement, comment gérer la mine, puisque là c'est vrai que je vous ai abordé la mine un peu rapidement, mais je reviendrai plus en détail sur comment achever cette quête en lien avec la mine, où il y a ces Amara. Et on verra également comment gérer ces nouveaux alliés, puisque effectivement Phandalin aura reçu potentiellement des soldats, et donc comment gérer la quête donc, de la mine, et notamment la bataille aussi qui peut être amenée soit à Phandalin, soit au sanctuaire de Savras, et notamment comment j'applique un autre système de règles pour les batailles à grande échelle, puisque sinon ça fait beaucoup de choses à gérer, ça peut être un peu long à faire, donc j'ai un système un peu plus simplifié pour les batailles avec beaucoup d'unités sur la carte. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à réagir en commentaire, à proposer des ajouts, vos idées et aussi ce que vous pensez un peu de cette trame là. La suite, donc la semaine prochaine si tout va bien, c'était le Game 29 pour RPG Universe.